et bienvenue sur 5 à 7 RH et surtout dans le dernier épisode du thème Quand le travail passe dans un second temps. Et oui, déjà 4 mois passés sur ce thème, je pense qu'il est temps maintenant de le clôturer, même si je vous avoue que ça me fait un gros pincement au cœur de passer au sujet suivant car comme vous l'avez compris, il est particulièrement important pour moi. Mais il est temps que je vous apporte autre chose. C'est pourquoi, avec mon équipe, on est en pleine réflexion en ce moment pour vous transmettre encore plus de choses à travers le podcast et surtout un contenu d'encore meilleure qualité. Bref, on travaille fort. En attendant, pour ce dernier épisode du thème, je vous propose qu'on aborde un sujet qui vous sera sûrement utile, la préparation du retour au travail après une absence longue durée. Il me semblait nécessaire de clôturer ce thème en parlant du retour au travail car cette partie est très souvent négligée. Vous verrez d'ailleurs en écoutant le témoignage de Maëlys et de Roxane qu'un retour au travail mal géré peut avoir des conséquences psychologiques sur l'employé, mais peut aussi avoir des conséquences sur l'ensemble de l'entreprise. Allez, je m'arrête de parler et je vous laisse écouter le témoignage de Maëlys. Alors, il faut savoir que dans mon cas, mon fils est donc né vivant. Il est resté vivant 5 jours. Euh, donc, j'avais le droit au congé maternité. Donc, la loi me l'autorisait. J'étais censée revenir en poste au mois de mai. Il faut savoir que durant ce fameux congé maternité, j'ai eu avec mon conjoint l'envie de partir quelques jours parce qu'il fallait qu'on sorte de ce circuit hôpital. Il fallait qu'on sorte de chez nous, de tout ce qui pouvait nous rappeler cette grossesse, de tout ce qui pouvait nous rappeler tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc, on est parti quelques jours en vacances et j'ai fait un truc assez bête, c'est que je l'ai posté sur les réseaux sociaux. C'est assez bête dans le sens où j'avais mes collègues qui avaient accès à mes photos sur les réseaux sociaux. Donc déjà que j'avais une image de celle qui se la couse douce pendant les vacances, pendant son congé maternité, j'ai réussi à en donner une autre pendant ce fameux congé puisque j'étais en vacances. Donc j'avais le droit, hein, donc j'avais le droit et tout, mais bon, je sais pas, c'est pas super bien passé parce que j'étais en deuil et en fait, pour certaines personnes, être en deuil, c'est pleurer matin, midi et soir. Pour certaines personnes, oser sourire pendant qu'on est en deuil, c'est pas trop normal. Donc, je sais pas, pour certaines personnes, il y avait un problème de cohérence entre ce deuil et ses vacances. Donc voilà, il y avait un problème de cohérence. Bon, quoi qu'il en soit, tant pis. Ma manager ne m'a même pas appelé comme ça peut se faire avant d'organiser un retour. C'est mon collègue qui m'a appelé en me disant que ma manageuse ne souhaitait pas me parler en direct. Elle n'osait pas, elle se sentait gênée, elle n'avait pas les mots. Donc déjà, ça a mis une espèce d'ambiance où je me sentais même pas à l'aise de revenir. Je me sentais pas attendue en plus parce que la personne qui me remplaçait avait pleinement pris ma place et avait fait du très bon travail. Et du coup, je sentais bien qu'on ne m'attendait pas en fait. Sauf que n'étant pas entière, j'ai dû reprendre le travail et en plus, mon médecin avait estimé que j'étais prête, qu'il fallait aussi pour moi, d'un point de vue thérapeutique, reprendre, mais que cette reprise serait faite d'abord dans un premier temps en mi-temps thérapeutique. Donc, je reviens au travail là où on me fait passer pour la touriste de service parce que j'ai été absente pendant ma grossesse. Je reviens en mi-temps thérapeutique. Donc déjà, ça met une certaine ambiance. Ensuite, je reviens. Moi, je suis dans un état d'esprit où, en fait, je n'avais pas encore pris conscience que j'allais revenir dans un endroit où la dernière fois où j'avais mis les pieds, j'avais un ventre énorme. Donc, je revenais physiquement dans un endroit où j'avais un ventre et j'étais avec mon bébé à ce moment-là. Je reviens dans un endroit où je reviens avec un ventre vide et aucun bébé qui m'attend à la maison. Donc, ça m'a mis dans un état d'esprit horrible. J'arrivais pas à, je sais pas, j'arrivais pas à être naturelle, j'arrivais pas à être moi. Et c'était dur parce que d'un côté, j'avais des collègues très bienveillants qui me regardaient, mais sans le faire exprès, avec la tête penchée sur le côté, qui me demandaient si ça allait, avec une petite voix, un peu comme on parle à quelqu'un qui vient de faire un accident, enfin, je sais pas. C'était pas malveillant, mais c'était dur parce que du coup, si c'était une journée où je me sentais bien, ça me ramenait tout de suite à un moment où je me sens mal.
Euh, et d'un autre côté, j'avais ces collègues qui riaient, par exemple, à la machine à café. Et j'arrivais, ils s'arrêtaient de rire. J'avais droit à un silence. Je ne sais pas comment ils ont pu imaginer que leur rire pouvait me gêner, ou je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu droit à un silence improbable. J'arrivais dans une pièce, c'était silencieux. Ça rigolait, j'arrivais, tout le monde se taisait, on parlait d'autre chose. Il suffisait qu'on ait un, je sais pas moi, un document ou quelque chose où il y avait le mot mort ou décès ou fin, tout le monde me regardait. Compliqué quand même. Jamais il y a eu de sujet sur comment accueillir une personne qui a vécu un moment difficile. Et ce qui est incroyable dans mon histoire, c'est que j'ai perdu mon fils en décembre 2019. Il faut savoir que le Covid, en tout cas en France, a réellement eu d'impact au mois de mars 2020. J'ai repris moi le travail au mois de mai. Donc il faut savoir qu'au mois de mai, j'ai repris à la maison en télétravail, mais j'ai repris physiquement, il me semble, début juillet au bureau. Et en fait, tant que j'étais en télétravail, les écrits sont tellement... Enfin, il n'y a pas d'émotion dans l'écrit. Donc je ne ressentais pas, je ne ressentais pas cette espèce de distance qu'il y avait entre mes collègues et moi. C'était de l'écrit, donc c'était factuel. Donc voilà. Lorsque je suis arrivée au bureau, je m'attendais toujours à avoir cette espèce de normalité, sauf que je suis arrivée au bureau, alors là déjà, c'était la froideur totale, puisqu'on ne se touche pas. On a des masques, on met du gel, on met une distance physique. Euh, donc déjà, ça m'avait un peu perturbée. Et puis après, il y a tout ce qui s'est passé auparavant. Donc moi, j'arrive avec un deuil, le Covid qui est passé par là entre-temps, tout ce qui est on va dire, moments un peu sociaux qui sont complètement chamboulés. On n'est pas plus que trois quatre dans une pièce, on déjeune plus à plusieurs au même endroit. Donc, je reviens au bureau et je déjeune toute seule. Et je fais mes postes toute seule. Et voilà. Et puis, mes autres collègues qui ont eu leurs enfants entre-temps qui reviennent, bah, y a des petits pots qui sont organisés pour leur donner leurs petits cadeaux pour leurs enfants. Donc, c'est normal. C'est la vie qui reprend et c'est normal. Et il faut l'accepter et c'est comme ça. Sauf que je suis même pas dans la boucle pour participer au cadeau. Je pense que c'était bienveillant, c'était pour m'éviter de recevoir ce mail en pleine figure, mais voilà, je me suis sentie complètement exclue et en même temps, je me suis posé la question inverse. Comment est-ce que j'aurais réagi si on me l'avait envoyé aussi? En fait, il n'y avait pas de bonne solution. Je pense qu'elle n'existe pas, la bonne solution. Quoi qu'il en soit, je n'ai eu ni écoute, ni empathie, ni humanité. Je sais pas. Ce que j'ai vécu était tellement dur et tellement horrible à entendre pour la plupart d'entre eux. Il faut savoir que j'étais dans une équipe assez jeune, donc des personnes qui allaient avoir des enfants, soit qui venaient d'en avoir, soit qui allaient en faire. Donc je pense que c'était un sujet que personne ne voulait aborder là-bas. Et puis très vite, j'ai été convoquée. Lorsque j'ai été reçue, donc par ma N+1 et le RH, j'avais imaginé complètement naïvement que c'était mon entretien de retour de congé maternité. Donc déjà, je suis arrivée très naïve. Donc je m'attendais à ce qu'on me parle de mes missions, de... Rien du tout, rien du tout. On m'a juste dit que j'étais gênante, ma présence créait un malaise, que j'étais comme une espèce je sais pas, d'ombre noire dans le service, je sais pas, quelque chose qui gênait, qui dérangeait, Voilà, donc ma N+1 m'a clairement dit que voilà, ça n'allait pas, que mon remplaçant avait fait du très bon travail, que en gros, voilà, je n'avais manqué à personne. Enfin, elle a été très très dure avec moi. Elle a même pas pris de gants, hein. C'est assez irréaliste parce que je m'attendais tellement pas à ça que j'ai pleuré directement dans le bureau. Et le RH m'a dit, les larmes de crocodile, ça marche pas avec moi. Ça a été, on aurait dit du théâtre. Enfin, je l'aurais vu dans un film, j'aurais trouvé ça ignoble. Moi, je l'ai vécu. Je me suis pas relevée. Ouais.
Donc, mes collègues étaient gênés lorsque j'étais présente. Je plombais l'ambiance. On m'a accusée aussi de faire des bouderies. Donc, des bouderies, c'est lorsque, en fait, j'ai un moment down, comme pas mal de personnes peuvent le vivre en deuil, ou tout simplement, c'est un moment où j'ai besoin de m'isoler parce que c'est un moment où ça va pas. Et pour éviter de pleurer pendant 2 heures, eh ben, je m'isole. Donc, ça m'aide pendant quelques minutes. Eux ont pris ça pour de la bouderie. Voilà. Donc, toutes ces choses empêchaient l'équipe de fonctionner normalement. Et du coup, il y a eu une enquête CSE, on m'a mise en retrait. Voilà, je n'avais de contact avec personne. Et en fait, on m'a reçu encore à nouveau pour me dire que l'enquête CSE avait révélé que ma présence était gênante pour mes collaborateurs. En fait, chaque pas que je faisais était à côté de la plaque. Moi, j'essayais de trouver une solution pour essayer de comprendre quel était le problème. Essayer de leur expliquer, voilà, parfois j'ai besoin de temps pour moi parce que j'ai des espèces de remontées comme ça, de tristesse qui font que j'ai besoin de m'isoler. J'ai pas pu l'expliquer. J'ai pas pu expliquer non plus que oui, si je me mets à l'écart, c'est parce que je les sens. Enfin, ils ont envie de plaisanter comme d'habitude, et lorsque j'arrive, ils se taisent. Donc quelque part, je gêne. Donc c'est pour ça aussi que je me mets à l'écart. Enfin, moi, je pensais trouver des solutions là où en fait, finalement, eux m'accusaient d'être un problème. Donc je pouvais rien faire en fait, rien n'allait. Dès lors que mon deuil leur posait problème, ça n'allait pas dans leur conception des choses. Je ne pouvais rien faire. Ça a été tellement irrationnel et violent que j'ai vite réalisé que c'était improbable. Moi, on me le raconterait, j'y croyais, enfin, j'y croirais pas une seconde. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la décision d'enregistrer chacun des entretiens formels et informels que l'on me faisait, pour la simple et bonne raison que j'entendais des choses tellement dingues, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai ma directrice qui m'a dit, donc pas ma N+1, hein, celle qui est au-dessus, qui m'a dit oui, on a bien compris que tu avais fait une fausse couche tardive. Je lui ai dit, j'ai accouché et mon enfant a vécu 5 jours. Ce n'est pas une fausse couche tardive. Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit oui, donc une fausse couche tardive. Donc je suis en train de le dire et je le redis encore. Et j'ai beau le dire et le redire et je me dis que c'est improbable, ça n'a pas eu lieu. Mais heureusement pour moi, j'ai enregistré cet entretien. Et j'ai sa voix qui le dit. Et je l'ai fait écouter à pas mal de monde autour de moi, dont mon avocat, bien sûr. Et tout le monde a trouvé ça tellement, mais tellement aberrant. Aberrant. Moi, pour l'avoir vécu, je l'ai vécu comme un coup de poing dans le cœur. Et j'ai compris ce jour-là qu'une femme qui a des enfants, qui ose me regarder droit dans les yeux et qui ose me dire, alors qu'elle a eu le certificat, enfin l'acte de naissance, le certificat de décès entre les mains, puisque j'ai dû justifier tout ce qui s'est passé, bien sûr, elle ose me dire que j'ai fait une fausse couche tardive, alors qu'on parle bien sûr d'un enfant qui est né vivant et qui a vécu 5 jours. J'ai très bien compris qu'ils avaient prévu d'être sans pitié avec moi et que leur but, c'était ma démission. C'est tout ce que j'ai compris. Donc le soir même, j'ai pris un avocat. Aujourd'hui, Maëlys va mieux. Elle a obtenu gain de cause, des indemnités et des excuses de la part de l'entreprise. Mais elle aurait surtout aimé que son histoire ne se reproduise pas pour quelqu'un d'autre, et c'est pour cette raison qu'elle témoigne aujourd'hui. Car à l'époque, elle n'avait trouvé aucun soutien, aucune écoute face à ces moments irréels qu'elle pouvait vivre. Il y a d'ailleurs une phrase qu'elle souhaitait que je partage avec vous, c'est « Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'arrive jamais ». Et elle a bien raison, Maëlys. Parce que parler de deuil périnatal, c'est le sujet le plus tabou que le tabou. Personne n'en parle, on ignore, ou on oublie que ça existe. Et ça amène à des situations comme celle qu'elle a vécues. Pourquoi ? Parce que personne n'a été sensibilisé à ce sujet.
à un point tel que sa manager ne l'a même pas appelée lors de son retour au travail et que rien ne lui a été communiqué avant qu'elle ne revienne, ni même lors de son premier jour de retour. Je sais que certains sont tentés de dire que le deuil n'a rien à faire dans l'entreprise, que ça concerne que peu de personnes, qu'il faut arrêter de vouloir faire peur aux gens, que c'est trop glauque comme sujet et que personne ne veut en entendre parler dans l'entreprise. Mais fermer les yeux et invisibiliser les personnes qui le vivent, c'est priver cette personne de soutien dont elle a besoin. C'est passer à côté de la confiance que vous pouvez bâtir avec votre employé. C'est passer à côté de votre rôle de manager, tout simplement. Alors oui, un retour au travail, ça se prépare. Mais avant de vous dire comment est-ce que vous pouvez le préparer, je vais vous laisser en compagnie de Roxane. Roxane travaillait dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie. Les relations avec ses collègues de travail et sa hiérarchie étaient très bonnes, à tel point que le jour où elle est tombée enceinte, elle a pu annoncer sa grossesse avant ce fameux délai des 3 mois. Mais malheureusement, au bout de 12 semaines, elle fait une fausse couche. Suite à cette épreuve qui vous marque à vie, elle prend son droit de faire une pause avant de reprendre le travail. Sauf que voilà, son retour au travail ne se passe pas du tout comme prévu. Quand je suis revenue, c'est là que le cauchemar a un peu commencé. Puis je ne sais pas la cause. J'ai jamais compris la cause profonde de pourquoi, quand je suis revenue un mois plus tard, la dynamique avait changé. Je suis revenue mi-avril, qui est aussi un moment, là, en fait, là, de février à juin, je te dirais, là, dans l'événementiel, là, c'était en 2018, là, des moments très, très, très occupés. Fait que je suis tout de suite retombée dans un beat de travail très, très intense, très demandant. Tu sais, se remettre dans le bain quand tu viens de... Ouais, c'est ça. Quand tu viens de prendre un congé, puis que tu te sens prête à retourner. Je me sentais prête à retourner travailler. Je voulais, parce que là, il était temps que je sorte de chez moi, puis que j'arrête de tourner en rond, puis de pleurer, puis de ressasser ce traumatisme-là. Fait que c'était bien pour moi, mentalement, que je retourne, émotionnellement aussi, mais j'étais encore pas nécessairement toute présente, peut-être, ou... Bref, je suis retournée et tout, puis avec mes collègues féminins avec qui j'étais proche et tout, c'est bizarre, mais il y avait eu un changement. Ça, c'est un feeling, c'est quelque chose que, tu sais, c'est difficile à expliquer en mots le pourquoi et comment c'était, mais il y avait maintenant une distance. Puis moi, je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Suite à ce changement de dynamique, j'ai commencé à être victime un peu de... Je trouve le mot fort, mais c'en était. C'était du harcèlement. Du harcèlement... pas physique, mais un peu subtil et psychologique. Tu sais, le psychologique, le harcèlement psychologique et tout, c'est très subtil, hein? Ça peut être très sournois. Puis, ben, c'est ça. C'était rendu à un point de semaine en semaine que mes collègues féminins proches, c'est carrément ça. Ils se sauvaient de moi pour pas être avec moi pendant ces moments-là de pause ou de dîner. Là, c'était 2 fois pire. 2 fois pire. J'ai eu une semaine que les gens ne me parlaient pas vraiment. Je sentais qu'ils avaient des petites réunions dans mon dos. Quand j'arrivais dans le bureau, tout le monde se taisait. Tu te sens comme dans un environnement que tu n'es plus la bienvenue, que tu dis, voyons, est-ce qu'il parlait de moi quand je... Sûrement que oui, quand tout le monde se tait, quand tu rentres dans le bureau, c'est pas un bon sentiment. Puis après ça, les communications, puis tout ce qui était pour le travail était difficile. Et c'était rendu que ils interprétaient toujours, parce qu'il fallait avoir beaucoup de communication, vu que moi, j'étais dans la logistique de l'événement. Mais il y a des personnes qui étaient à la facturation, il y a des personnes qui étaient à la vente. Donc, tu sais, j'étais quand même un rôle très, très, très central dans l'organisation. Je me sentais... c'était affreux comme sentiment.
Puis là, une semaine après, ma superviseure m'a dit on termine, on te remercie. Fait que ça a été ça un peu l'escalade des événements, en fait. Je peux pas mettre le doigt précis sur le pourquoi, du comment et qu'est-ce qui ont fait prendre leur décision, mais c'était un tout ensemble. Puis moi, j'ai été complètement dans la désillusion, sous le choc total. Mais oui, mais voyons donc pourquoi. Puis ça a été fait très, très froidement en me faisant venir dans un bureau pendant 5 minutes, en me remettant une lettre, puis en me disant lis la lettre. J'ai lu la lettre devant elle, puis ça a été bon. Donc, c'est ça. Prends tes choses, puis c'est terminé. Pas d'explication verbale, pas rien. Quand le retour au travail d'un employé n'est pas préparé, c'est exactement l'histoire que vous venez d'entendre qui peut se produire dans vos équipes. Avec une employée qui revient et qui se sent rejetée par les autres, une communication qui peut mal se passer car pendant l'absence de la personne, la vie de l'entreprise a continué, et puis ajouter à cela le fait que vous avez eu à composer l'absence de la personne, soit en redistribuant les tâches ou en embauchant un nouvel employé. Et ça, ça crée forcément une nouvelle dynamique d'équipe. Et lorsque la personne absente réintègre son équipe, ça peut être déstabilisant pour tout le monde et amener peut-être du conflit. D'où l'importance comme manager d'être à l'écoute de ses employés et de prévenir l'impact qu'aura ce retour au sein de l'équipe. Bref, tout ça pour vous dire que le retour au travail d'une personne qui a vécu un deuil périnatal ne s'improvise pas. Et là, certes, je vous parle de ce cas en particulier, mais c'est exactement la même chose pour tous les autres cas d'absence longue durée. Il faut préparer le retour à l'emploi. Mais comment, me diriez-vous ? Eh ben, pas en y pensant juste la veille pour le lendemain, en se disant « Hey, c'est pas demain que Madame W est censée revenir ?» Si ça se passe comme ça chez vous, il y a du travail à faire, alors soyez attentifs à la suite. Parce qu'un retour au travail, ça se prépare et ça se prépare d'avance. Et pour que vous ayez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien, il faut surtout ne pas négliger une chose importante, le lien. Vous devez maintenir un lien avec la personne absente en prenant de temps en temps de ses nouvelles. Alors attention, prendre des nouvelles, ce n'est pas appeler toutes les semaines, ni mettre ou faire sentir une pression pour que la personne rentre plus tôt au travail, non. Prendre des nouvelles, c'est juste s'assurer que la personne va bien, de voir avec elle comment elle voit son retour, qu'est-ce qu'elle souhaiterait qu'on communique, qu'est-ce qui lui fait peur dans ce retour, etc. Ensuite, il faut aussi préparer l'équipe à ce retour. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, je veux juste rajouter le fait que beaucoup de parents sont venus me voir en me disant que le plus difficile pour eux, c'était le silence. Le silence des collègues qui n'osent plus te parler. Le silence des managers qui n'osent plus te donner de mission en voulant trop te protéger. Et le silence gênant des regards qui se croisent. Dans un tel contexte, le retour est extrêmement difficile et rajoute plus de douleur, ce qui crée un chaos culturel en fait, ce qui isole encore davantage le parent en deuil. Et enfin, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est établir un plan de retour de congé. Pour cela, vous pouvez par exemple augmenter graduellement le nombre d'heures de travail de l'employé ou lui permettre de travailler selon un horaire flexible. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée ? C'est parce que vous faites savoir à la personne que vous êtes conscient qu'elle ne se sentira peut-être pas au meilleur de sa forme au cours des prochaines semaines, donc vous lui laissez le temps de se rétablir. Et bien sûr, c'est quelque chose que vous devez proposer et pas imposer, car certaines personnes ne voudront pas forcément de ce temps. Alors avant de mettre tout cela en place, il est essentiel d'en discuter avec la personne concernée, mais aussi de voir jusqu'à quel point c'est possible de vous ajuster en tant qu'entreprise. Car il faut être conscient que certains des conseils que je vous donne ne sont peut-être pas applicables dans votre entreprise et qu'il vous faudra d'autres solutions. Mais venez pas me dire qu'il n'y a rien qui puisse être mis en place. Et si vous pensez vraiment ça, appelez-moi. Tiens, oui, c'est ça, appelez-moi. Et je vous assure qu'on trouvera des solutions ensemble. Et pour revenir au témoignage de Roxane et de Maëlys, vous avez sûrement senti à quel point c'était brutal pour elles de revenir dans un tel environnement de travail, où elles étaient mal accueillies, voire pas accueillies du tout. Et ça, ça laisse non seulement des traces, mais ça brise la confiance. Alors, retenez bien que mettre des efforts dans le retour au travail d'un employé, ce n'est pas de l'énergie mise pour rien, bien au contraire.
En le faisant, vous allez non seulement renforcer les liens de confiance avec l'employé, mais en plus de cela, ça aura des effets sur la rétention de personnel. Puis, dans un contexte de rareté de main-d'œuvre dans lequel on est aujourd'hui, je vous assure que ça en vaut la peine. Waouh, ça me fait vraiment bizarre de clôturer ce thème. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pu apprendre plein de choses et surtout que ça vous a ouvert et sensibilisé sur le sujet. Et bien sûr, si vous avez aimé ce thème, allez mettre des commentaires sur Apple Podcasts et tout plein d'étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous m'écoutez, car je vous assure que c'est ce qui m'aide le plus à mettre en avant ce travail. Et enfin, je tiens à remercier tous mes invités qui m'ont permis de créer ces épisodes. Merci à tous de m'avoir fait confiance et d'avoir eu le courage de venir témoigner à mon micro. Merci aussi au groupe Conseil Perrier, l'entreprise pour laquelle je travaille et qui a été exceptionnelle lors de mon retour au travail et qui me donne du temps pour aborder et sensibiliser sur ce sujet. Allez, il est temps que je vous laisse. À très bientôt.